merci. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, je suis Florent, je suis le CTO et un des cofondateurs de Sésame. Je suis Alexandra Tchachina, je suis Specialist Solution Architect chez Databricks. Ravi d'être là parmi vous ce matin. Et peut-être, en fait, je ne t'ai pas mentionné, voilà, il y a aussi pour nous accompagner aujourd'hui Stéphane de Databricks qui est là. Je ne sais pas si tu voudrais te... Bonjour à tous, je suis Stéphane Wallet, je suis le manager des solution architectes sur la partie emerging startup digital native chez Databricks. Francis travaille dans mes équipes et je suis ravi d'être là aussi avec vous tous ce matin. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de rendre cette session-là. Donc il y a un chat, n'hésitez pas à mettre vos questions, à pouvoir parler, à que ça soit interactif. Voilà, on a prévu du temps à la fin pour des Q&A ou durant la session. Et voilà, donc l'événement va commencer. Alors, voici un exemple en fait d'une architecture Databricks en fait qui serait non serverless. Donc, pour rappel, comment ça se profile? Du coup, Databricks est hébergé sur un des trois cloud providers suivants, donc en l'occurrence GCP, Azure ou AWS. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous lancez en fait des ressources de compute, ces ressources vont être lancées directement sur l'un de ces trois clouds. Et du coup, ces ressources ne sont pas managées par Databricks. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que lorsque vous lancez du coup un cluster, par exemple Spark ou autre, donc ça va utiliser des machines virtuelles qui seraient sur l'un de ces trois clouds. Et au niveau des challenges, qu'est-ce que cela implique? Ça implique que vous allez devoir attendre quelques minutes avant d'accéder à la ressource. Aussi, vous allez devoir choisir le type de ressource adéquate pour la tâche que vous voulez lancer. C'est ce qui est mentionné ici par Capacity Management. Et en fait, ça produit deux comportements. Le premier, c'est que vous allez devoir attendre potentiellement pas mal de temps avant que la ressource soit lancée, parce qu'il y a un temps de démarrage qui est non négligeable, qui est de l'ordre de 5 minutes en moyenne. Et aussi, vous allez avoir potentiellement moins d'adaptabilité à la concurrence, de la mesure où vous allez devoir attendre pour avoir cette ressource à disposition. Aussi, vu que vous devez choisir une ressource pour un cluster, si vous avez des tâches qui sont différentes ou qui fluctuent, vous allez potentiellement avoir qu'un seul type de ressource qui va être là et ça ne va pas potentiellement être efficace. Et donc tout ça font, au niveau des problèmes que ça importe, que ça implique, que vous allez payer pour des ressources qui ne seront pas utilisées. Et finalement, ça devient quelque chose qui est potentiellement pas productif parce que vous n'utilisez potentiellement pas les bonnes ressources et vous n'avez potentiellement pas euh, les ressources nécessaires qui sont adaptées à vos calculs. Dans le cas d'une architecture serverless, qu'est-ce qui change? C'est que les ressources ne sont plus sur votre cloud provider, mais sont directement managées par Databricks. Et vous avez un accès instantané à ces ressources qui sont gérées par Databricks. Et donc au niveau des features, ça vous apporte les choses suivantes. Vous avez un temps de démarrage qui est inférieur à la minute, ce qui est très efficace pour avoir, voilà, on finit le temps d'attente de 5 minutes. Et ces ressources sont gérées par Databricks et de façon transparente. C'est-à-dire en fait que vous avez pu à vous soucier de savoir est-ce que vous utilisez la bonne machine ou autre. Databricks choisit cette ressource pour vous. Et donc ça se traduit par le fait de ne plus avoir potentiellement donc, des clusters que vous avez lancés, que vous avez potentiellement oublié de lancer, ou vous avez démarré qui serait potentiellement qui tournerait trop longtemps. Vous avez aussi une capacité qui est améliorée parce que ça va potentiellement s'adapter à votre demande de façon beaucoup plus rapide. Et aussi, vous n'avez plus besoin de gérer la capacité et donc fini d'avoir lancé des instances potentiellement trop grandes ou trop petites pour vos calculs. Et finalement, ça se traduit par des coûts réduits et une productivité qui est améliorée. Donc en somme, le serverless peut proposer d'augmenter votre efficacité sur vos calculs en ayant des meilleures performances, un coût
Donc le idle, c'est des ressources qui seraient non utilisées, qui va être réduit, dans la mesure où le serverless va s'adapter plus rapidement pour vos calculs. Et aussi, vous allez réduire les risques et le temps perdu à choisir les bonnes ressources pour gérer vos calculs. Et donc pour vous montrer, là, par exemple, vous avez des ressources de calcul non serverless. Donc vous avez le coût Databricks en DBU, c'est l'unité de calcul de Databricks, plus le coût des machines virtuelles sur le cloud. Et en serverless, du coup, il y a uniquement un coût DBU, ça n'inclut pas le coût des machines virtuelles. Et on voit que vous gagnez potentiellement en productivité. Donc ça serait, vous n'allez pas perdre de temps à avoir les bons scripts ou savoir quel type de ressources il faut utiliser. Vous allez gagner en performance et vous allez réduire aussi les fameux coûts d'idle qui peuvent être non négligeables. Je vais laisser maintenant la main à Florian. Et du coup, tu t'es présenté tout à l'heure en tant que CTO et cofondateur de Sésame. Est-ce que tu pourrais voilà, nous présenter un peu ce que vous faites chez Sésame, votre utilisation de Databricks? Bien sûr. Donc du coup, Sésame, c'est une société qui fait de l'analyse de controverses ESG, c'est-à-dire qu'on va aller travailler sur les trois piliers environnement, social et gouvernance pour détecter au niveau des sociétés et des entreprises qui existent à travers le monde les différentes choses négatives qu'ils vont pouvoir faire vis-à-vis de ces choses-là. Donc par exemple, de l'exploitation d'enfants, des fuites de produits chimiques, du greenwashing, etc. Et donc, du coup, ça va permettre à nos clients, qui sont des banques, des fonds d'investissement, de mieux pouvoir investir et de manière beaucoup plus responsable. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que les challenges métiers que vous avez en tout cas chez Sésame et un petit peu comment ça fonctionne d'un point de vue traitement de données et en quoi Databricks est pertinent pour vous? Ouais, tout à fait. On a une phase déjà d'acquisition des données. Donc aujourd'hui, on a un petit peu plus de 30 milliards de points de données, puisqu'on a de l'historique sur plusieurs années. On récupère plusieurs dizaines de millions de points de données chaque jour. Et on a besoin d'appliquer énormément d'algorithmes différents d'intelligence artificielle ou d'analyse statistique sur les données, et ensuite fournir ça à nos clients. Historiquement, les agences d'annotation ESG, elles sont très lentes, hein. Elles vont mettre des fois 6 mois, un an pour faire des mises à jour, là où nous, on va pouvoir le faire toutes les heures ou tous les jours. Et donc, du coup, cette fenêtre de temps de calcul qui est beaucoup plus faible, on doit pouvoir la contrôler et du coup savoir comment ça va scaler quand on va mettre plus de sociétés, plus de points de données, et du coup pouvoir maîtriser un petit peu toute cette chaîne pour pouvoir fournir les choses dans les délais à nos clients. Et donc Databricks nous permet justement de répondre à cette problématique. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous êtes arrivé à utiliser Databricks, comment vous avez démarré au départ et quelle a été voilà, votre journée enfin, d'un point de vue data? Alors au début, on était sur des machines on-prem avec des PC qu'on avait dans les bureaux. Alors évidemment, on est passé ensuite sur des solutions AWS, donc avec le cloud Amazon assez rapidement, puisqu'on a vite rencontré des limites, et notamment avec l'utilisation de PySpark sur AWS. Donc pour ça, au début, on a commencé avec des groupes de machines, donc des clusters qui sont dédiés, donc des machines physiques ou pseudo-virtuelles qu'on utilise pour ça, et on a mis toute la couche d'orchestration des différents steps et des différents workflows sur AWS. Et donc, du coup, ensuite, on a pu passer sur Databricks de manière assez simple, puisque la migration est relativement transparente, pour pouvoir justement avoir nos différentes problématiques qui puissent être adressées en termes de scaling et de performance. Et juste d'un point de vue un petit peu temps que ça, un petit peu timeline, donc pour avoir un petit peu des durées, ça a pris combien de temps à peu près pour, On est de l'ordre de quelques semaines pour pouvoir migrer. On y reviendra un petit peu après. Il y a différentes étapes qu'on a mis en place
pour faire cette partie-là, mais les étapes initiales sont relativement rapides. Une fois les équipes onboardées, en quelques semaines maximum, c'est fait. Ok. Et donc, nous y voilà un petit peu. Bah, quelle a été finalement les différentes étapes? Comment ça s'est traduit? Ouais. Dans un premier temps, on a évidemment toute la préparation de l'environnement, donc il faut faire les connexions entre AWS et Databricks. Alors heureusement, la documentation Databricks est extrêmement bien faite et donc c'est une phase qui est relativement rapide. Le temps de découvrir un petit peu les concepts, de se former, mais c'est assez vite. C'est assez rapide, pardon. Et donc ensuite, on a pu commencer à tester les solutions qu'on avait mises sur Databricks, vérifier qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait des solutions qui fonctionnaient sur AWS, mais qui parfois avaient des bugs et sur lesquels on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Et le jour où on les a mis sur Databricks, bah, ça a cessé de fonctionner parce qu'il y avait effectivement un bug qui parfois marchait sur AWS, mais dans tous les cas n'était pas efficace. Et donc là, le fait de passer sur cette solution-là, ça nous a permis de gérer ça. Et donc ensuite, une fois que les parties de test ont pu être mises en place, bah, on a la migration qui est faite de manière effective. Donc c'est là où on va passer les workloads sur Databricks. Et ensuite, on a les couches de serverless qui du coup interviennent plutôt sur une seconde phase, donc en optimisation. Il y a du serverless sur le service AWS qui malheureusement nous a jamais trop satisfait dans sa façon de fonctionner. C'était, en tout cas à l'époque, c'était pas très stable et pas très facile d'interagir avec, notamment sur la partie notebook, etc. C'était pas forcément le plus simple. Donc on a commencé par passer d'abord sur des machines, on va dire des machines classiques avec Databricks, et ensuite on a pu optimiser avec du serverless. Alors justement, on parlait justement d'implémentation du serverless. Alors, on voit ce slide qui résume un peu les choses. Qu'est-ce que finalement on voyait d'un point de vue un correct cluster et finalement qu'est-ce qu'a apporté le serverless par rapport à tout ça? Ouais. Euh, Habituellement, on est obligé d'avoir des configs qui sont très précises par rapport aux différents types de jobs qu'on va avoir. Si on a des exécutions qui, par exemple, demandent beaucoup de mémoire et peu de CPU, puis ensuite beaucoup de CPU, peu de mémoire, ou qui ont des volumes de données très différents à traiter, hein, généralement, nous, on a des phases de filtrage qui se font à l'arrivée des données. Donc, on a des volumes qui sont gigantesques. On va filtrer des données par rapport aux entreprises qu'on veut analyser, par rapport à des éléments spécifiques. Et ensuite, on a beaucoup moins de données. Et donc, du coup, sur de l'architecture traditionnelle, on avait fait un premier cluster de filtering, puis d'autres clusters d'analyse. Et donc, du coup, on a pu, grâce aux solutions serverless, fusionner ces éléments, puisque un des intérêts de serverless, c'est qu'il va redimensionner automatiquement. On a une élasticité qui est totale sur le système par rapport à du système plus classique. Et donc, du coup, là où avant, on avait besoin de dimensionner, de savoir quel type de machine est-ce qu'on allait prendre, combien est-ce qu'on devait en mettre, quelles sont les configurations qu'on doit faire avec PySpark, là, on n'a plus ces problématiques-là. Alors, il y a eu une solution un petit peu intermédiaire avant l'arrivée du serverless avec des systèmes de pools. Donc, les pools, ça permettait de laisser des machines allumées et changer des exécutions dessus. Donc, c'est pratique, par exemple, quand on a beaucoup de petites exécutions PySpark qui interviennent, ça évite d'éteindre et de rallumer les machines. Mais là, l'avantage en serverless, c'est qu'on n'a plus besoin de cette phase-là. Tout est géré directement. Et donc, du coup, on a plus besoin de dimensionnement. Et notamment, nous, dans les problèmes qu'on avait, c'est que quand on a un développeur full stack qui arrive sur du PySpark, généralement, il va jamais choisir la bonne configuration de serveur parce qu'il va essayer d'aller optimiser. Est-ce qu'il doit utiliser des disques durs? Est-ce qu'il doit pas en utiliser? Quel type de connexion réseau? Quelle taille machine est-ce qu'on prend? Et donc, du coup, on avait toujours des phases initiales de développement qui n'étaient pas forcément très efficaces ou besoin d'avoir des data engineers systématiquement dans la boucle. Et donc là, grâce à serverless, on n'a plus besoin d'avoir cette partie-là. En contrepartie, serverless, c'est pas magique non plus. Il y a des éléments qui sont pas forcément disponibles ou sur lesquels on a moins la main. Donc ça, c'est la contrepartie. Donc pour le moment, on n'a pas encore de GPU dans les régions où on travaille, ce qui fait qu'on doit garder des machines GPU.
et sur toute la partie machine learning pour l'exécution de certains algorithmes sur lesquels on doit travailler très précisément avec des configurations de workers ou de corps. Ça, on peut pas le faire sur serverless. Donc, ce qui nous fait rester sur des architectures traditionnelles. C'est un petit peu ça les limites qu'on a. Et donc après, au niveau des contrôles qu'on a sur la partie serverless, il y a différents systèmes qui ont été mis en place. C'est toujours un peu en développement. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure. Mais on peut soit limiter les budgets pour savoir qu'est-ce qui se passe sur les clusters pour pas qu'ils s'oversize trop vite ou trop brutalement. Et il me semble qu'il y a aussi des features qui sont, je sais pas si elles sont en public preview encore pour limiter justement les tailles de serverless qui sont déployés, donc les tailles de clusters sous-jacentes. On évoquera ça justement dans la partie d'Alexandra Ouais, pour justement des serverless entertainment notamment, sur cette partie-là. Et puis effectivement, il y a aussi, tu disais de sizer, mais c'est aussi par rapport au volume de données qu'on a potentiellement qui peut varier de jour en jour. Donc potentiellement, on veut oui, sizer et imaginons on a un backfill à faire sur un job ou autre, ça peut du coup ne plus être pertinent en fait par rapport au volume qu'on a. exactement, Ce qui est exactement, pour un sizing en data n'est pas forcément constant dans le temps en fonction de ce qu'on va avoir dans le pipeline au fur et à mesure c'est du ça. temps. Parlons maintenant impact et bénéfices. Finalement, donc, qu'est-ce qu'on a tiré finalement au global donc, de cette migration finalement donc, d'une stack du coup sur du Spark managé AWS vers Databricks et après l'utilisation du serverless? Ouais. Alors déjà, la première chose, c'est que le passage sur serverless, il s'est fait de manière totalement transparente puisque ça s'utilise exactement comme des machines traditionnelles, à ceci près qu'on va pas pouvoir configurer enfin qu'on n'a plus besoin de configurer les différents éléments. Donc dans l'interface, on va toujours avoir notre notebook et au lieu de choisir un cluster tradi, ben, on va choisir un cluster serverless et les gens peuvent travailler dessus de manière habituelle ou démarrer un job comme on aurait en temps normal. Après, nous, au niveau des impacts qu'on a pu noter, alors c'est assez marrant parce qu'on a eu les mêmes bénéfices quand on est passé de AWS EMR vers Databricks en traditionnel, où on a divisé les coûts par deux et multiplié le temps d'exécution par deux. Et le jour où on est passé sur serverless, on a observé en moyenne la même chose, où du coup, on a été de nouveau 2 fois plus rapide et 2 fois moins cher. C'est-à-dire que si avant, on allait mettre 1 heure et payer $16, bah maintenant, on va mettre 30 minutes et payer $8. Donc en termes d'exécution, c'est quand même assez intéressant. On a une option qui est disponible qui s'appelle Performance Optimized et qui permet du coup de payer un peu plus cher et d'aller encore plus vite. Donc ça, sur les différents tests qu'on a pu faire, généralement, on va repayer 2 fois plus cher. Mais par contre, on va être plus rapide. Alors pas forcément 2 fois plus rapide, mais ça va permettre de quand même gagner du temps. Donc c'est toujours sympa d'avoir cette option quand on a besoin d'aller un petit peu plus vite pour faire des rattrapages pour les clients, par exemple, ou autre. L'autre intérêt aussi qu'il y a derrière, en tout cas pour les équipes, pour suivre ce qui se passe, comme tu le précisais avant, c'est que les coûts sont uniquement sur Databricks. Donc aujourd'hui, on a sur de l'infrastructure traditionnelle une partie de coût sur Databricks, une partie de coût sur AWS, parce qu'il y a les machines qu'on doit payer en sous-jacent. L'avantage quand on est sur serverless, c'est qu'on ne s'occupe plus de ces machines sous-jacentes. Elles sont gérées par Databricks, ce qui fait que du coup, en termes de prix, c'est quand même beaucoup plus simple à suivre. L'autre avantage, c'est effectivement de ne pas avoir de configuration. Donc en fait, ça va nous permettre de ne pas avoir besoin de toute cette couche de data engineering qui parfois peut prendre très longtemps pour arriver à bien configurer les choses puisque tout est géré. Et enfin, je pense que ce qui est intéressant, mais ça c'est un peu plus Databricks au global, euh, c'est le fait qu'on a un environnement de travail complet qui nous permet de faire un passage du développement à la production de manière extrêmement simple. Ce sont les mêmes interfaces. On va juste, par exemple, changer de workspace suivant les configurations qui sont faites. Et ce qui, du coup, bah, pour les développeurs, leur permet de gagner beaucoup de temps et de gagner en simplicité. Ok, merci Florian. Et du coup, je passe à la slide suivante. Finalement, bah, quels ont été les apprentissages par rapport à, justement à, à ce switch du coup vers le serverless? Qu'est-ce que tu aimerais partager Ouais.
Ça concerne serverless, mais je dirais de manière un petit peu plus générale l'intégration sur Databricks. La première chose, c'est toujours d'aller demander de l'aide quand on a besoin. Il y a des choses sur lesquelles ça nous paraissait assez obscur au démarrage, par exemple l'arrivée d'Unity Catalog ou l'utilisation de tout ce qui est l'écosystème Delta sur Databricks. C'est des choses où on n'a pas forcément très bien compris au début comment ça marchait, où on voyait pas forcément l'intérêt. Et, euh, et en fait, comme on a toujours la possibilité d'avoir des workshops avec les équipes Databricks, ça nous a énormément débloqué dans le process, puisqu'à partir du moment où on a pu avoir quelqu'un de Databricks qui est venu voir avec nous pour nous expliquer l'intégration d'Unity Catalog, comment le mettre en place dans nos systèmes, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était hyper intéressant et qu'il fallait le mettre en place assez vite. Après, je dirais que le deuxième point, c'est d'automatiser dès le début. C'est quelque chose qu'on a un peu tous tendance à faire. Où au début, on commence à tester la plateforme. On se dit, tiens, ça marche bien, ça fait ce qu'on veut. On teste une première prod, mais on prend pas forcément le temps de l'automatiser parce que ça reste une production, mais qu'on teste une nouvelle plateforme. Et on se retrouve très vite à plus maîtriser ce qui se passe et à avoir des productions qui sont pas automatisées. Donc ça, je dirais, c'est toujours la chose à faire dès le départ, d'avoir des solutions d'automatisation. Donc pour ceux qui connaissent, avec Terraform, on peut écrire du YAML pour pouvoir déployer son infrastructure. Il y a des versions infrastructure as code avec CDK et CDKTF qui permettent aux développeurs d'écrire du code Python qui va se transformer en infrastructure Databricks. Donc ça leur permet de dire prends tel fichier à tel endroit, déploie-le dans tel notebook et ainsi de suite. Euh, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant. Euh, on a une politique de beaucoup isoler les choses chez Sésame, et donc du coup d'avoir à chaque fois par feature d'équipe un environnement, enfin un workspace, et d'avoir à chaque fois 3 workspaces par environnement, un pour la dev, un pour la pré-prod, un pour la prod. Ça rajoute un petit peu de travail supplémentaire, mais ça force les équipes à justement automatiser les choses. Parce que si on doit déployer dans 3 environnements manuellement, ça devient très vite pénible. Et donc, du coup, ça force les gens à automatiser dès le début. Et ensuite, évidemment, par rapport aux données clients qu'on peut gérer, on a un environnement de dev qui est complètement accessible sans les données clients. Et ensuite, de la pré-prod et de la prod sur laquelle on peut mettre les données de manière un petit peu plus granulaire et donc gérer comment les gens y accèdent. Et ensuite, je pense que le point le plus important, c'est de pas attendre quand il y a des migrations à faire. On a pareil un petit peu tous ce biais à se dire on migrera un peu plus tard, ça va nous faire perdre du temps. Sauf qu'en fait, en pratique, prendre 3 semaines de migration pour gagner 3 mois de temps de développement, ça vaut la peine de le faire. Et donc, une fois que les équipes sont formées pour comprendre les outils sur lesquels ils travaillent, il faut pas trop attendre avant de basculer parce que c'est toujours plus coûteux que ce qu'on croit. Bah, écoute, merci Florian pour ton retour. Je sais, en tout cas, je pense qu'on était arrivé à la fin, en tout cas, de la présentation. De toute façon, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques de la part de l'audience. Vraiment, j'ai voulu bouger, du coup, ça a pris au niveau du chat. Est-ce qu'il y a des questions directement pour Florian, potentiellement, avant qu'on aille sur la partie d'Alexandra? Peut-être, Alexandra, je te laisse prendre la main sur les slides en attendant. Euh, Tac, j'arrête le partage de mon côté. Pour l'instant, je vois pas de questions pour Florian. N'hésitez pas si jamais je vous répondrai dans le chat. Sinon, Sans problème. on fait ça comme ça. Merci Francis. De rien. Bon, du coup, je laisse la parole à Alexandra, donc du coup, qui a déjà pas mal répondu sur le chat pendant qu'on parlait avec Florian, donc du coup, qui est spécialiste sur Solution Architect sur la partie du coup serverless, et du coup, qui va vous présenter le serverless et puis aussi parler de best practice. Et n'hésitez pas encore à poser des questions. On verra tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Merci, Florian. C'est vraiment très intéressant d'avoir un retour d'expérience sur serverless et de savoir à quel point ça peut aider à mettre en place des pipelines plus rapidement. Donc, l'idée principale de serverless, c'est de ne plus passer du temps sur des problématiques techniques qui ne sont pas liées à votre use case business, qui rapportent de la valeur à votre plateforme data. Et ça
Ça commence par la configuration des réseaux, savoir comment gérer la sécurité et le compliance, aussi pouvoir gérer en fait l'efficacité de vos clusters. Tout ça, on prend les responsabilités en tant que Databricks de le faire pour vous et de vous fournir juste des ressources qui sont toujours disponibles et là pour vos cas d'usage. Euh, donc, serverless, c'est une alternative au compute classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme a dit Florence, c'est pas une baguette magique, donc ça remplace pas le compute classique. Le compute classique, ça serait toujours là pour vos cas d'usage. Donc, c'est un choix à faire. Parfois, pour certains cas d'usage, ça vaut le coup de passer sur serverless. Sur d'autres cas d'usage, c'est pas vraiment le cas. Mais le serverless, il est là pour vous permettre d'avoir un compute rapide et simple à utiliser. Donc, c'est juste un bouton. Il est efficace en termes des instances, du nombre de workers. La version de DBR, elle est toujours à jour, elle est la plus récente. Il y a une gouvernance qui est mise en place afin de protéger vos workloads qui sont sur serverless. Et puis, c'est une infrastructure très stable. Donc, en cas d'erreur de la part du cloud provider ou de la part de Databricks, il y a tout un mécanisme qui est mis en place afin de refaire des workloads ou de remettre plus de workers en cas d'erreur. Euh, Le serverless, il est ce qu'on appelle managé à 100%. Donc, ça veut dire que c'est Databricks qui gère toute la partie compute pour que vous puissiez vous concentrer sur des vrais pipelines et sur votre business. Ce qui est aussi important, c'est que sur serverless, on ne paye que pour ce qu'on utilise. Donc, il n'y a pas de idle time, ce qu'on peut voir sur le cluster classique, surtout all purpose. Donc, quand on lance un cluster, il tourne pendant 1 heure, mais pendant 30 minutes, il n'y a rien qui se passe. On paye toujours pour ce cluster. Ce n'est pas le cas pour serverless. Sur serverless, on paye vraiment à la requête lancée. Et puis, bien sûr, il y a toute une gouvernance en termes de coûts qui est mise en place. Donc, pour tout d'abord faire de la traçabilité de qui a fait quoi sur serverless, combien ça a coûté. On peut taguer les workloads afin de faire le chargeback, donc faire payer les équipes qui ont utilisé serverless. Et puis, bien sûr, il y a une gouvernance Unity Catalog qui est mise en place sur serverless. De point de vue de sécurité, il y a, en fait, il y a une isolation assez importante des workloads. Il y a des policies, des vulnérabilités qui sont mises en place et toutes les données sont encryptées par défaut par Unity Catalog. Si vous êtes intéressé, on peut faire des workshops où on peut aller plus loin dans les détails de la sécurité de serverless parce que c'est une question toujours très sensible, donc on est ravi de vous donner plus de détails là-dessus. Et comme j'ai dit, serverless, c'est très stable, donc en cas de problèmes d'infrastructure ou même de logiciels, il y a des retraits automatiques qui sont mis en place. Comment ça marche réellement? Serverless, en fait, c'est un pool des instances qui est mis en place par Databricks, qui est toujours là et prêt pour être utilisé. Dès qu'il y a un utilisateur qui lance des requêtes ou des jobs via serverless, en fait, on alloue une partie des instances à ce workload et puis ça exécute le job. Ce qui est bien, c'est que il y a un loop, enfin une boucle d'apprentissage qui est mise en place, c'est-à-dire que à chaque fois quand on lance le même workload, on va essayer de comprendre quelles sont les meilleures instances à mettre en place et le nombre de workers afin de donner le meilleur coût et temps d'exécution. Donc, tout simplement, on passe d'une page très compliquée, technique, de choix d'instances, de workers, les policies, les spots instances, etc., vers juste un seul bouton, serverless. Donc, on clique là-dessus, soit dans les notebooks, soit dans les jobs.
et on a un compute qui est prêt à être utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Databricks travaille en continu sur l'optimisation de serverless. Donc, vous pouvez observer la baisse des coûts et de temps au fur et à mesure du temps sur vos workloads en serverless. Donc, serverless est disponible pour les workflows, donc pour les jobs automatiques, mais aussi pour les notebooks. Donc, ce qui concerne les workflows, ça passe toujours par la même interface. Donc, on a notre job avec plusieurs tâches. Et juste au lieu de choisir un compute, un cluster, on peut choisir serverless et c'est tout. C'est tout en fait. Après, c'est serverless qui se débrouille pour vous fournir les instances qu'il faut, le nombre de workers qu'il faut. Pour les workflows, nous avons deux modes d'exécution, comme a dit Florian. On a un mode performance qui est par défaut, qui est en fait qui va essayer de faire tourner le workload le plus rapidement possible. Donc, il va juste fournir vraiment beaucoup de workers pour faire en telle sorte que ça tourne en moins de temps possible. Et on observe à peu près 2 fois plus de rapidité par rapport au cluster classique. Si vos workloads ne sont pas très time sensitive, donc en fait on peut les tourner même un peu plus de temps, on peut choisir un mode standard qui a un autoscaling moins agressif, c'est-à-dire on a moins de workers qui sont alloués et enfin, en fait ça va tourner à peu près de la même manière que sur des clusters classiques. Et bien sûr, il y a zéro management de l'infrastructure qui est nécessaire. Depuis cet été, donc depuis notre summit qui s'est passé en juin dernier, nous avons introduit aussi le Serverless GPU. Donc en fait, dans certaines régions, vous pouvez déjà utiliser Serverless GPU pour vos modèles, si nécessaire. Voilà, donc c'est aussi c'est disponible. Euh, Le fait de passer sur serverless, en fait, ça passe par un changement radical dans l'architecture de Spark. Donc, vous savez que peut-être que le Spark classique, c'est une architecture monolithe où on a le driver, les exécuteurs euh, dans le même cluster. Euh, donc, en fait, tout est lié. Donc, on ne peut pas vraiment séparer le client du serveur. En fait, aujourd'hui, nous avons fait un effort pour séparer justement le client du serveur. Donc aujourd'hui, on a juste notre client qui est très léger, qui se connecte via Spark Connect à cette pool d'instances, au Spark Driver et au Spark Executor pour faire des workloads. Donc en fait, le serverless, il est lié à l'architecture qui est open source de Spark Connect. Donc, si on résume classique versus serverless, donc par rapport au classique, nous avons un startup time qui est un peu plus long, donc c'est à peu près 4-6 minutes, ça peut être un peu moins. En fait, on commence à payer les instances même dès qu'on lance le cluster. Et le scaling se passe beaucoup plus lentement. Alors qu'avec serverless, nous avons un startup plus rapide et une exécution plus rapide. Euh, la question se pose, ok, serverless c'est bien, mais comment est-ce que je peux installer des librairies, des bibliothèques pour pouvoir travailler là-dessus? Et en fait, ça se passe par ce qu'on appelle les environnements. Donc, c'est un mécanisme basé sur un pip qui permet d'installer des librairies qu'il vous faut pour vos workloads. Si on travaille sur classique, en fait, on doit réinstaller ces librairies à chaque fois. Sur serverless, ça passe plus rapidement parce qu'en fait, tous les environnements sont cachés. Donc, si vous refaites le même environnement, ça va passer plus rapidement.
Par rapport à la sélection de l'infra sur classique, bah, il faut choisir les types d'instances, le nombre de workers, il faut savoir tuner le coût et les performances. Sur serverless, il n'y a plus de tout ça, donc c'est juste un bouton et vous avez un cluster. Vous n'avez plus besoin de penser à combien de workers, quel type d'instance il me faut afin de faire un workload. Un workload. Et ce qui est important, c'est que euh, serverless, enfin, on peut dire ça en version, c'est-à-dire que on n'a plus besoin de gérer les versions de Databricks Runtime. Donc avec serverless, on garantit que vous êtes toujours sur la version la plus récente et que workloads ne seront pas dégradés par une mise à jour qui est faite de manière automatique. Par rapport au coût, donc certes, serverless c'est bien, mais comment est-ce que je peux gérer les coûts? Parce que c'est vrai qu'avec des clusters classiques, ben, on peut juste mettre un nombre de workers et on va savoir quel est le nombre de DBU max qu'on peut en fait qu'on peut avoir sur ce cluster. On n'a pas vraiment cette notion dans serverless, donc on a un mécanisme qui permet de gérer les coûts et de les contrôler. Donc, bon, ça, c'est les environnements, OK. Euh, oui, pardon, je reviens ici. Je pensais que j'avais plus de slides. Donc, nous avons tout le mécanisme d'observabilité et d'alerting. Donc, en fait, on peut observer qui a lancé quoi sur serverless et combien ça a coûté. On a un mécanisme de chargebacks, donc en fait, vous pouvez mettre des tags sur des requêtes, des jobs, afin de faire bah, les chargebacks aux équipes qui utilisent serverless. Nous avons une prévention de si par exemple on a une requête qui est lancée, qui tourne trop longtemps et que bah, on ne veut pas qu'il y ait une requête qui tourne 2 heures et qu'on perd beaucoup d'argent, il y a une prévention pour ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle les entitlements et les rate limits qui est en cours. Enfin, en fait, entitlements sont déjà en private preview, rate limits arrivent bientôt, qui permettent de gérer qui a accès à serverless et à quel point, en fait, quel est le nombre maximum de workers qu'on peut avoir sur chaque cluster serverless pour chaque personne. Donc, je vous ai parlé des environnements. Je vais vous le montrer rapidement dans ma démo. Donc, ce que j'ai dit, le serverless, il garantit la version la plus récente de DBR. Photon, il est là, il est enabled par défaut. Ça veut dire que en fait, toutes les workloads tournent sur Photon. Mais attention, en fait, vous payez pas pour des workloads qui en profitent pas. Donc, si par exemple vous avez des workloads qui sont pas couverts par Photon, le nombre de débuts va être moindre que s'il y a des workloads qui en profitent. Et le serverless, c'est par défaut, il est compatible avec un CSQL. Donc, c'est quelque chose qu'on peut changer avec une config et c'est quelque chose à laquelle il faut penser pendant une migration. Ce qui est bien, c'est qu'avec serverless, on a accès aux query profiles. Donc, c'est une façon d'analyser des requêtes un peu plus sympa que les Spark UI. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est maintenant disponible sur tous les jobs et notebooks, donc pas que sur SQL Warehouse. Donc, comme j'ai dit, pour l'observabilité, nous avons des dashboards, des tags qui permettent de suivre les coûts. Ça, c'est un exemple de limiter en fait le temps d'exécution maximale d'une requête sur serverless. Donc, on peut le mettre soit au niveau du notebook, soit au niveau du workspace. Donc, si jamais une requête tourne trop longtemps, il aura un warning.
Et puis, il y a ce qu'on appelle les entitlements. Donc, c'est un mécanisme qui permet d'attribuer le droit d'utilisation de serverless à certains utilisateurs. Donc, imaginons que nous avons des super utilisateurs qui savent ce qu'ils font. Dans ce cas-là, on peut leur donner accès à serverless parce qu'on sait qu'ils ne vont pas lancer d'énormes trucs et on ne va pas dépenser trop d'argent. Par contre, on peut avoir aussi des utilisateurs qui peut-être sont un peu moins expérimentés et on ne veut pas forcément leur donner accès. Donc, ils vont pas avoir, en fait, ils vont pas pouvoir créer des jobs ou attacher leur notebook à serverless. Ça, c'est quelque chose qui est en private preview. Donc, si vous êtes déjà client de Databricks, vous pouvez nous contacter et on va vous l'activer dans votre workspace. Je vais passer sur une démo très rapide pour en fait vous montrer comment ça marche réellement. Hop. Donc, disons que je suis dans mon workspace, je veux créer un notebook. Donc ici, en fait, j'ai plusieurs computes qui sont disponibles, mais j'ai aussi serverless. Donc en fait, si je veux travailler sur serverless, je me connecte là-dessus. Ce qui va se passer derrière, c'est qu'il va attacher un environnement par défaut qu'on va retrouver ici. Donc on peut choisir si on veut utiliser un GPU. On peut choisir la mémoire de l'instance REPL. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, si vous avez des workloads qui sont très memory intensive, vous pouvez le faire. Il y a ce usage policy dont j'ai parlé juste avant, l'environnement basique, et ici on peut installer des bibliothèques si nécessaire. Donc c'est basé sur un BIP. Et donc ici je peux faire tout ce que je veux. Par exemple, je peux, euh, je peux voir une table. Hop, et on le lance. Il faut ajouter un petit display. Donc voilà, et là on a fait tourner une requête sur serverless. Donc on va payer que pour cette requête. Donc même si notre notebook il est attaché à serverless, on ne paie rien pour l'instant. On ne paye que si on a lancé quelque chose. Et si vous pouvez voir, nous avons accès à la Spark UI, même si c'est du code Python. J'avais fait un petit essai d'un workflow qui contient deux tâches et je l'ai lancé sur trois types de clusters. Donc un cluster classique, un cluster serverless performance, donc celui qui essaie de faire tourner les workflows le plus rapidement possible, et un workflow avec serverless standard qui en fait juste essaie de le lancer, mais un peu moins rapidement et avec moins de workers. Et ici, j'avais essayé d'analyser les coûts. Donc en fait, tous les coûts sont reportés dans les tables système. Donc voilà, il y a juste quelques requêtes. Donc ici, on peut voir le mode. Donc ENA, c'est le compute classique. Serverless Perf Optimize, c'est celui qui est le plus rapide. Et standard, celui qui est avec moins agressif en termes d'auto-scaling. Et vous pouvez voir que pour ce workload particulier, le nombre de DBU, il est beaucoup plus important pour le compute classique. Il faut savoir qu'à ce coût début, il faut rajouter le coût des instances VM, alors que pour serverless, tout est déjà inclus. Donc ça, c'est votre prix, votre coût final. Attention, ça, c'est vraiment que pour ce workload, donc ça peut changer. Vous pouvez avoir des workloads qui sont beaucoup plus rapides et peut-être moins chers sur classique. Donc, il faut toujours faire des essais pour savoir quelle est la meilleure façon de faire.